La réunion publique, on vous remercie de votre présence. Alors, malgré les circonstances un peu particulières, la ville a tenu à bien évidemment marquer les points d'étape dans le cadre de la concertation. L'objectif de cette réunion de présentation de la révision du PLU d'Hénin-Beaumont est de vous rappeler assez succinctement des éléments de diagnostic pour s'intéresser d'ores et déjà à un projet, à un document pivot qui est le projet d'aménagement et de développement durable. Donc je viendrai bien évidemment vous préciser son contenu et sa nature, et de finir par une présentation des notions réglementaires d'un point de vue zonage et d'un point de vue écriture réglementaire. Alors, sans vouloir reprendre de ce qu'est un PLU, car vous en aviez donc un encore aujourd'hui opposable, donc c'est pas une nouveauté pour vous, simplement pour les personnes qui ne seraient pas, je dirais, coutumiers du fait, le plan local d'urbanisme est un document de gestion des droits du sol, c'est un document de portée réglementaire, mais c'est pas uniquement un dossier réglementaire, c'est également un document qui met en place une vision prospective de votre territoire à horizon 10-15 ans, et c'est le nœud de ce document-là, c'est le projet d'aménagement et développement durable, le PADD. Donc vous verrez, il y a énormément d'acronymes, on essaye de faire l'impasse dessus parce que, force d'habitude, on s'entend plus parler. Donc ça, c'est un élément assez important. Rapidement, en termes de composition du PLU, c'est un document qui est composé de plusieurs pièces. Je les ai citées, les deux documents réglementaires, c'est le plan de zonage et le règlement écrit. On a d'autres éléments, c'est-à-dire le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Il expose les grands principes d'aménagement et d'urbanisme retenus par la ville pour le futur d'Hénin-Beaumont, dans une vision prospective à 10 ans. C'est un véritable projet de territoire. Le tout est également illustré par un rapport de présentation qui, lui, va présenter le diagnostic et l'état initial du territoire. C'est ce qui nous a permis finalement de commencer à positionner les principaux enjeux de votre territoire. Et le PADD n'est que la réponse aux enjeux relevés lors du diagnostic. Et il y a un dernier document qui est souvent un peu mésestimé par les pétitionnaires, c'est la pièce des annexes, qui est une pièce aussi qui fait partie du corps du PLU, quand bien même ce n'est pas une pièce que la ville ou le bureau d'études rédige. C'est, je dirais, on agglomère l'ensemble des informations de portée supracommunale, donc au-dessus de la commune, qui s'imposent au PLU. Donc la première, les premiers des documents sur les annexes, c'est les servitudes d'utilité publique, donc c'est de la conformité, comme les risques d'inondation, les aléas miniers, tout ça, c'est pas du tout réglementé par le PLU. Et quand bien même le PLU dirait quelque chose, s'il n'y a pas compatibilité, c'est la servitude qui l'emporte. Donc nonobstant ce que dit un PLU, la servitude, elle est de la conformité. Et ce sont des documents qui sont souvent rédigés par les préfets, ou par des éléments, le ministère des Armées, ce genre de choses. Donc, lorsque vous avez un projet, donc il est bien évidemment normal que vous vous référiez au plan de zonage et au règlement, mais ne sous-systémez pas non plus les servitudes d'utilité publique dans le dossier des annexes. En termes de calendrier, de là où nous en sommes aujourd'hui, donc nous en sommes finalement au regard de la délibération de révision du PLU de début 2019. Nous avons travaillé malgré les contraintes du Covid, donc en 2019 et en 2020. Pour préparer aujourd'hui une traduction de ce qui va préfigurer de l'arrêt de projet du PLU. Donc c'est bien un arrêt de projet, encore une fois, il ne sera pas définitif. Il y a 2 temps de concertation, la concertation préalable. Aujourd'hui, les réunions publiques de ce jour rentrent dans le champ de la concertation préalable. Par contre, vous serez tenu également informé de la véritable concertation légale qui est celle de l'enquête publique. Donc je vais revenir un peu plus en détail là-dessus. Donc nous avons dans un premier temps fait toute l'analyse et le diagnostic, bien évidemment, donc dégagement des enjeux thématiques et des enjeux sectoriels. Nous avons fin d'année dernière travaillé et débattu du projet d'aménagement et de développement durable. C'est ce que nous allons vous présenter dans la seconde partie de l'exposé. Donc les grandes orientations pour la ville d'Hénin-Beaumont à horizon 2030. Et
de fil en aiguille, nous arrivons sur la détermination des règles et des secteurs de projet. Donc c'est ce que nous allons vous présenter également aujourd'hui. Et une fois que cela sera acté au sein du conseil municipal dans cette version de projet de PLU, s'ensuivra une phase administrative. Donc le dossier sera instruit par les services de l'État et les services déconcentrés qu'on appelle personnes publiques associées, donc PPA, qui vont analyser le document pendant 3 mois. Et à l'issue de cette analyse des services de l'État, c'est là que viendra le commissaire enquêteur pour tenir ses permanences de l'enquête publique et que vous serez ressollicité pour prendre connaissance cette fois-ci de l'intégralité des pièces du dossier et de réagir en termes de doléances, de remarques ou de confortement d'idées. Voilà. Alors rapidement, comme une petite synthèse du diagnostic pour un petit peu recontextualiser les choses, je vais passer la parole à ma collègue. Bonjour. Alors une synthèse du diagnostic rapide qui nous a permis donc de déterminer les enjeux pour la commune. Déjà, Hénin-Beaumont au sein de l'agglomération qui tient une place assez structurante au milieu de ces communes, au milieu de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. En termes de dynamique démographique qu'on a pu analyser, donc on analyse les chiffres de l'INSEE. On voit que depuis les années 2000, Hénin-Beaumont, disons, stagne autour des 26 000 habitants. D'ailleurs, entre 2012 et 2017, on voit d'ailleurs qu'il y a une petite perte d'habitants, moins 400 habitants entre ces deux périodes. En termes de structuration de la population par âge, on se rend compte qu'il y a une population quand même assez jeune. 40% de la population a moins de 30 ans. Donc c'est ce qui en ressort de ce point de vue-là. Ensuite, par rapport au parc de logement, donc on a un stock de logements de résidence principale à hauteur de 11 000 unités environ. On a un chiffre aussi qui est assez intéressant à soulever, c'est que presque 10% du parc est constitué de logements vacants et assez peu de résidences secondaires à Hénin-Beaumont. Si on zoome un petit peu plus sur les chiffres, on se rend compte que près de la moitié des habitants, enfin des habitants, oui, sont propriétaires, que près des 3/4 du parc de logements est constitué de maisons et non pas d'appartements, et 70% des logements sont plutôt de grande taille, 4-5 pièces et plus. Donc voilà pour les chiffres. En termes de tissu économique, on a aussi analysé cette thématique dans le cadre du diagnostic. On a 2 types, disons, les commerces de proximité du centre-ville et les zones d'activité qu'on retrouve un peu plus au sud de la commune, avec par exemple Maison Plus, et enfin des exploitations agricoles. En termes d'équipement, là aussi, la commune elle est couverte de manière assez équilibrée par de nombreux équipements, que ce soit sportifs, culturels, administratifs, d'enseignement ou de santé. Et si on dézoome, on voit qu'en termes de mobilité et de position, la commune a une localisation stratégique et une position de carrefour à l'échelle régionale et départementale. Une position aussi historique au cœur du bassin minier. Ça aussi, c'est une thématique sur le patrimoine qui a été importante dans notre diagnostic et qu'on retrouvera dans la traduction réglementaire du PLU, avec la présence de friches, de terrils, des cités minières qui font vraiment l'identité de la commune. Toujours d'un point de vue de ce patrimoine-là, donc le bassin minier est patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des biens recensés à Hénin-Beaumont, comme les cités Foch et Darcy, l'ancienne école de musique, et un monument historique classé sur votre territoire, qui est l'église Saint-Martin de Hénin. En termes de diagnostic, donc on a étudié également le paysage et toutes ses composantes. Ici, vous avez une carte du gradient environnemental qui présente la trame verte, donc tout ce qui est la trame végétale qui traverse votre commune, la trame bleue, plutôt la trame hydraulique, la trame agricole, les espaces agricoles ouverts,
qu'on retrouve surtout au sud du territoire, un petit peu au nord également, et la trame qui est représentée ici en orange, qui est la trame des risques et nuisances, avec surtout ici des nuisances concernant les grandes infrastructures de transport et donc liées au bruit. Voilà pour ce... L'objectif, bien évidemment, c'est de ne pas vous apprendre comment se compose votre territoire, vous le connaissez bien mieux que nous, mais c'est un travail indispensable pour nous d'aller un petit peu au fond de l'analyse pour pouvoir justement dégager les enjeux et pouvoir y répondre. Et cette réponse aux enjeux donc, identifiés dans le cadre de ce diagnostic et d'état initial de l'environnement, ont trouvé finalement des éléments de réponse dans ce projet d'aménagement et de développement durable, donc le fameux PADD, qui est la seule pièce de toute la procédure qui fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal avant la délibération d'un arrêt de projet et ensuite d'une approbation. Donc c'est éminemment un document qui a une portée, une espèce de vision un peu politique entre guillemets, c'est-à-dire voilà, les élus, les membres du conseil municipal se sont rencontrés, ont débattu de la tenue, enfin de l'amplitude et de la teneur des enjeux et des axes et des objectifs retenus pour préfigurer de ce que sera finalement la ville d'Hénin-Beaumont à l'horizon 2030. Alors je rappelle quand même dans le formalisme que cette pièce du PADD n'est pas une pièce opposable aux tiers comme peuvent l'être le règlement et les zonages. Son opposabilité est indirecte puisque le code de l'urbanisme précise bien que le zonage et le règlement doivent s'inscrire en compatibilité avec le PADD. Donc là où il faut être vigilant au niveau du PADD, c'est que nous avons finalement des choses qui sont encore une fois un peu génériques. C'est-à-dire on a deux façons de voir les choses. Un PADD est concerné en termes de formalisme d'une cartographie dès lors que nous avons des enjeux qui sont plutôt spatialisés et une partie plutôt rédigée en texte dès lors que nous sommes sur des enjeux un peu transversaux, des orientations transversales. Autre point important également, c'est que ce PADD qui repose finalement sur 7 grands axes, il n'y a pas de notion de hiérarchie entre les axes. Tout est un peu transversal, vous le verrez, parfois il y a des orientations d'un axe environnemental qui ont un écho par rapport à une orientation dans l'axe de l'urbanisation. Donc sur ces 7 axes, effectivement, nous avons repris les items qui sont imposés par le Code de l'urbanisme, notamment du fait du Grenelle de l'environnement. Donc un projet d'avenir pour le territoire d'Hénin-Beaumont qui repose sur 7 grands piliers. Le premier, c'est une ville accessible. Le second, une ville naturelle. Le troisième, une ville active. La quatrième, une ville solidaire. Cinquièmement, une ville exemplaire. Sixièmement, une ville structurée. Et enfin, septièmement, une ville identifiée au cœur de l'agglomération. Donc on va vous décrire de façon succincte. On vous renvoie aussi, je pense que ça ne vous a pas échappé, fin d'année, un numéro spécial dans le magazine a été prévu et organisé par la ville, où là, les choses ont été déclinées de façon assez précise. Je ne sais pas si... alors c'est toujours un document qui est accessible sur le site internet, tout comme les panneaux de l'exposition le sont. Donc on fera bien évidemment un récapitulatif sur les bases de données qui vous sont accessibles et les modes pour recueillir vos remarques et vos avis. Alors on va vous identifier à la fois les grandes orientations, enfin les grands axes avec la déclinaison des orientations sur chacun des axes. Dès que nous avons une information qui est cartographiable, elle est portée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une cartographie de synthèse. Et si vous recherchez votre parcelle spécifiquement sur le plan de zonage, il est tout à fait normal que vous ne puissiez pas l'identifier, puisque la jurisprudence considère bien que les cartes du PADD ne doivent pas être réalisées à l'échelle du parcellaire, puisque c'est le seul rôle et unique du plan de zonage. Donc, nous sommes encore une fois sur des grandes orientations, et donc Marine va vous les décliner axe par axe, et ensuite nous passerons à cette traduction réglementaire du zonage et du règlement écrit.
Donc on va faire le point sur ces 7 axes de ce PADD en déclinant les différentes orientations de manière générale. Donc le premier axe, une ville accessible, l'idée d'accompagner la commune dans sa transition vers les mobilités douces. Alors cet axe, il présente des orientations en termes de transport en commun, en termes de maillage des liaisons douces, donc des liaisons plutôt piétonnes pour que la ville se vive à l'échelle du piéton et non exclusivement de la voiture. On parle aussi du stationnement, de pacifier l'utilisation de la voie publique en aménagement, avec des aménagements sécurisés pour les piétons et les cyclistes, et également un travail sur la maîtrise des déplacements domicile-travail. En termes d'axe 2, on est sur une ville naturelle. Là, l'idée, c'est de travailler sur les éléments de la trame agricole, de la trame naturelle et du paysage qu'on a identifié dans le diagnostic, avec le renforcement de la qualité environnementale et du cadre de vie de la commune. Alors, ça passe par la préservation de la trame bleue, avec le canal de la Deule notamment, aussi la préservation et la valorisation des zones humides qui peuvent être identifiées sur le territoire. L'idée aussi de consolider la trame verte, donc la trame végétale dont je vous parlais tout à l'heure, dans un territoire qui est assez urbain, assez minéral et assez dense. La protection aussi des zones naturelles et celles qui ont pu être identifiées pour leurs valeurs faunistiques et floristiques. Préserver et valoriser donc le patrimoine remarquable aussi. On n'est pas uniquement sur le végétal, mais aussi sur le bâti. Et l'idée globale qui est de mieux intégrer le développement urbain de la commune dans son paysage et dans son environnement. L'axe 3 sur une ville active, là on parle plutôt de développement économique, encourager ce développement pour que le territoire puisse rayonner à une échelle plus large, en préservant, j'en ai parlé tout à l'heure, les commerces de proximité, en maintenant une logique de complémentarité entre ces commerces de proximité du centre-ville et les zones d'activité un peu plus à l'extérieur. Et toujours d'un point de vue économique, protéger le secteur agricole de Hénin, donc les terres surtout au sud avec le cœur agricole et au nord également. L'axe 4, une ville solidaire. Donc là, répondre aux défis d'un territoire de cohésion. Ça passe déjà par le logement, créer un parcours résidentiel pour tous avec une offre en logement qui soit diversifiée et adaptée à tous. Assurer aussi un niveau d'équipement qui soit accessible à chacun des habitants. L'idée de développer une politique de rénovation et de réhabilitation de l'habitat dégradé ou qui n'est pas adapté aux normes. On parlait aussi tout à l'heure de l'espace public, son amélioration, de l'amélioration de sa qualité et de son confort, c'est aussi une des orientations de cet axe. Et enfin, l'idée que la commune présente de nombreuses associations et encourager ce dynamisme, le soutenir. En axe 5, une ville exemplaire, donc l'exemplarité, l'idée de faire de la ville une référence en matière d'écologie urbaine. Donc avant, on avait les éléments sur le paysage. Ici, on est plus sur l'urbanisme durable, à promouvoir, économiser les ressources naturelles du territoire, notamment en termes de foncier. Promouvoir aussi le verdissement de la ville, ça rejoint la trame verte dont on parlait tout à l'heure. Accentuer la politique de réduction des déchets de la commune. L'idée aussi d'utiliser l'eau de manière raisonnée, avoir une gestion à ce sujet et soutenir les éventuelles initiatives locales qui pourraient émerger en faveur de cette ville exemplaire. L'axe 6, avant-dernier axe, une ville structurée, assurer un développement urbain qui soit compact en termes du coup de maîtrise de foncier et qui soit équilibré. Un équilibre entre les deux polarités de la commune, entre Hénin et Beaumont,
Renforcer aussi la centralité, d'ailleurs les deux centralités, celle de Hénin et dans une autre mesure celle de Beaumont. L'idée aussi de prendre en compte les friches qui existent sur le territoire. Donc on parlait de prendre en compte le passé historique de la commune. Ça passe aussi par la reconversion de certaines friches existantes sur votre territoire. Répartir des zones de développement géographiquement et dans le temps. L'idée que les futures zones de développement de la commune vont être alors d'abord limitées et ensuite géographiquement dispersées dans l'espace pour que les équipements puissent absorber ces nouvelles populations qui vont arriver et surtout faire en sorte que ces secteurs soient à échelle humaine. Ensuite, renforcer les liens, je l'ai dit, entre Hénin et Beaumont. Favoriser aussi la densification du tissu aux abords du tracé du bus à haut niveau de service qui traverse la commune. L'idée que les secteurs qui sont desservis par ce transport en commun peuvent être un peu plus densifiés que les autres. Et voilà. Et enfin, le dernier axe, une ville au cœur de l'agglomération. Voilà, donc affirmer le rôle moteur de la ville au sein de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin et même en lien avec les autres communautés, les autres collectivités aux abords de la CAC, avec le renforcement du coup de cette polarité, conforter aussi les équipements de la commune qui peuvent rayonner au-delà du périmètre communal et accentuer du coup les relations, je l'ai dit, entre la ville et son territoire élargi avec Arras, le Douaisis, Lille. Voilà. Donc on en a fini pour le PADD. Alors, sur la partie réglementaire, effectivement, un travail a été opéré. Alors, il y avait plusieurs éléments dans la grille de lecture et dans le cahier des charges pour le bureau d'études. Il ne s'agissait pas forcément d'assurer une révolution en termes de plan de zonage et d'écriture réglementaire. Alors, ce qui est vrai pour le premier, l'est un peu moins pour le second. Mais pour ce qui concerne le plan de zonage, effectivement, la délimitation des zones telles qu'elles sont portées dans votre PLU opposable, aujourd'hui, elle fonctionne. Il n'y a pas de remise en question à part à 2-3 endroits qu'on va vous présenter juste après. Simplement, vraiment, le cahier des charges a été je dirais, organisé sur la traduction réglementaire prenant en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires, parce qu'on est sur un document un peu ancien, il y a eu énormément de textes de loi, notamment la recodification du Code de l'urbanisme en 2016. Et il s'agit véritablement, dans le cadre de cette révision du PLU, de insuffler un peu plus de qualité, de préservation patrimoniale, environnementale, et de qualité sur le mode de construire. C'est-à-dire qu'il y avait certains éléments du règlement qui n'apportaient pas forcément de précision qu'aujourd'hui le Code de l'urbanisme permet au moins de répondre en partie. Donc voilà, c'est vraiment sur ces éléments-là, y compris sur les éléments de secteur, parce qu'on a différents secteurs de projet à la fois sur les zones de renouvellement urbain et sur les zones à urbaniser, où finalement, dans ce dossier des orientations et d'aménagement de programmation, ces fameuses OAP, qui sont la déclinaison des différents secteurs, de la douzaine de secteurs de projet, où là aussi la collectivité a souhaité diluer de l'exigence en termes de qualité urbaine et architecturale. Donc voilà, ça c'est vraiment les enjeux du règlement, puisque au final, dans le plan de zonage, il y aura très peu d'ajustements et on va vous exprimer justement ces ajustements. Ce que vous avez sur ce diaporama, sur la partie de gauche, vous avez les zones du PLU opposable et sur la colonne de droite, le projet de révision de ce PLU. Alors, considérons quand même qu'il y aura un important travail à la fois côté ville et à la fois côté pétitionnaire. L'architecture du PLU ne sera
plus du tout la même que ce que vous avez aujourd'hui. Ça, depuis 2016, l'architecture a été complètement revue, je vous l'expliquais tout à l'heure. Et ce faisant, pour pas non plus, pour garder un lien avec ce qu'il y avait dans votre PLU, nous ne sommes pas partis d'un principe de refondre les étiquettes pour qu'il y ait une espèce de continuité et de garder un peu vos habitudes sur le classement. Je prends un exemple, si vous êtes en zone UD et qu'on les avait appelés U4, voilà, la transposition aurait été un peu plus délicate. Donc on a essayé de capitaliser ce travail-là, vu qu'on va demander à tous un effort de réappropriation de la nouvelle trame réglementaire de votre futur PLU. Donc les zones ont quelque peu évolué, avec notamment la création d'un secteur UR, donc U comme urbain et R comme renouvellement. Donc ce sont ces fameuses friches urbaines dont on faisait écho tout à l'heure dans la présentation de l'axe 6 du PADD. Ces éléments-là aujourd'hui étaient pour la plupart classés en zone A urbanisée de votre PLU opposable, ce qui nous a posé plutôt une problématique. Dès lors que ces zones-là sont équipées et accessibles, elles rentrent dans le champ de la définition d'une zone dite urbaine. Donc il fallait donner un petit peu de confort d'un point de vue écriture réglementaire. Donc nous sommes partis sur, je dirais, un changement de dénomination de ces zones dites 1AU dans le PLU opposable en zone d'urbanisme et de renouvellement urbain dans le projet de révision. Donc les contours de ces périmètres-là sont à peu près les mêmes que celles du PLU opposable, mais encore une fois, je le répète, il s'agit d'avoir un peu plus d'exigence en termes de qualité et de droit à construire et d'intégration patrimoniale et paysagère et environnementale. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le fil rouge conducteur de la procédure. Autre élément notable sur les étiquettes de zone du PLU, l'ajout en fait de ce qu'on appelle, alors encore une fois un acronyme barbare, les STECAL. Alors qu'est-ce qu'un STECAL? C'est un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, qui là donc est la zone, enfin le secteur AG, la deuxième pastille jaune sur la droite, qui est une zone destinée à la mise en place d'une aire d'accueil des gens du voyage qui est limitrophe avec la commune de Courrières. Alors là aussi, le territoire d'Hénin-Beaumont et au sens large l'agglomération est assujetti au respect d'un règlement départemental avec bien évidemment une vigilance du préfet pour programmer une aire d'accueil des gens du voyage. Et donc la solution retenue est une solution un peu bipartie, puisqu'il y a une partie de cette zone-là qui est à peu près vers le secteur polyclinique au nord-est du territoire. Donc je dirais bipartie entre la commune de Courrières et la commune d'Hénin-Beaumont pour créer justement ce que nous impose le cadre légal dans le cadre du règlement départemental et des arrêtés préfectoraux en la matière. Enfin, dernier ajustement sur ces typologies de zonage, c'est justement pour favoriser la trame verte et la trame bleue de votre territoire, qui, comme Marine vous le disait, parfois nous sommes sur un territoire dans l'enveloppe urbaine assez fragmentaire, très dense. Jusqu'alors, dans votre PLU opposable, nous étions dans une situation où tout ce qui était trame verte était dilué dans une zone urbaine. C'est-à-dire que vous pouviez très bien avoir des petits espaces publics, des plateformes enherbées qui étaient identifiés en U. Alors, c'est certes une simplification, mais ça ne rend pas finalement honneur à la réalité du terrain qui fait qu'on a comme un réseau sous-jacent de possibilités d'interconnexion, alors pas en linéarité, mais de proche en proche, ce qu'on appelle en pas japonais, de cette définition de la trame verte. Comme on peut le voir finalement dans la slide suivante, où vous voyez une illustration sur les secteurs, alors Marine va vous faire bouger la souris, sur les secteurs justement verts, que vous voyez, ces secteurs NV, nature en ville, puisque là c'est un aussi des engagements de la ville, c'est finalement de mettre en œuvre un zonage et une écriture réglementaire en faveur de la ville-jardin. Donc ça c'est une ambition forte qui a été appuyée
dans le PADD, on l'a exposé précédemment. Et là aussi, justement pour répondre à ces enjeux du Grenelle de l'environnement, mais aussi répondre aux ambitions de la collectivité, justement de favoriser le dispositif de fameuse continuité de la trame verte et de la trame bleue. Donc ça, c'est en partie, bien évidemment, une piste qui a été retenue dans le cadre du plan de zonage et de l'écriture réglementaire. On l'a vu également, des éléments sur, comment dirais-je, sur la notion de site de renouvellement urbain. Donc je ne reviens pas là-dessus, je l'ai précisé. Bien évidemment, on est parti du capital que vous aviez dans votre PLU opposable. Voilà, je dirais la différence, c'est juste opéré au niveau des zones à urbaniser. Vous verrez, il y aura une redistribution. Alors, en restant bien évidemment la plupart du temps dans les enveloppes existantes, mais vous le verrez, une redistribution notamment sur les méga zones urbanisées qui étaient entre Hénin et Beaumont, que vous voyez ici. Donc la grande distinction sur la partie de gauche, c'est ce que vous avez, ce que souligne Marine. Une très très grande zone ici urbanisée à vocation économique qu'on appelait la façade Est, donc qui était bien évidemment, je dirais, pilotée par l'agglomération. Et la difficulté étant que depuis quand même 2014 maintenant, donc ça va faire un petit moment déjà, le contexte législatif et le code de l'urbanisme forcément impose aux collectivités d'avoir un objectif de modération de la consommation de l'espace. Et on partait sur des secteurs de 80 hectares et plus sur la partie activité, donc en termes de consommation de zones agricoles. Bien évidemment, le bilan n'était pas forcément extrêmement positif. Et si on parle de la zone de bahut, vraiment sur cette partie-là, là aussi, il avait été prévu à l'époque une zone à urbaniser d'environ à peu près 50 hectares à vocation habitat majoritairement. Donc ce faisant, bien évidemment, on ne pouvait pas, aujourd'hui, compte tenu de la loi, maintenir systématiquement ces éléments-là. Donc si je prends les deux zones de l'Est et du Centre qui avaient des vocations économiques, aujourd'hui on n'est plus sur des prérogatives ou des ambitions supracommunales en termes de perspectives de développement ou d'extension de zones d'activité économique. Donc elles n'ont pas été retenues dans notre projet de PLU. Et pour ce qui est de la zone à urbaniser à vocation principalement d'habitat de 50 hectares, là aussi, on a vu les difficultés que l'on a partout en France d'ailleurs à pouvoir gérer des opérations aussi importantes d'un point de vue foncier. Ce sont des opérations qui sont longues, onéreuses, difficiles à monter. Et le parti pris de la collectivité d'Hénin-Beaumont a été plutôt de prévoir ses besoins exprimés sur plus de petites zones qu'une méga zone. Voilà. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'intégration par rapport à son tissu, car s'il fallait s'en convaincre, une zone de 50 hectares, une intégration à son environnement, c'est un peu plus compliqué, puisque l'environnement au final sera complètement chamboulé quand vous avez une zone de 50 hectares qui pousse. Là, le parti pris a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire de remettre finalement sur le champ des possibilités d'urbanisation, d'avoir finalement quelque chose d'assez propre. Ce qui nous a permis finalement aussi, pour répondre à un des enjeux du PADD, d'asseoir finalement une véritable ceinture agricole, ou un cœur agricole, qui part du lieu-dit entre Hénin et Beaumont, jusque de l'autre côté de la rocade de transport, l'autoroute, et donc d'avoir un véritable tènement agricole plutôt qu'un cœur agricole morcelé par de l'activité économique et morcelé par de l'activité anthropique. Alors on va passer au slide suivant en termes de règlement écrit. Donc voilà, là où je veux attirer votre attention, le zonage n'a pas connu fondamentalement de grosses révolutions, si ce n'est les suppressions des hyper grandes zones à urbaniser et la mise en place finalement du confortement du cœur agricole et de la notion de trame verte
et de trains bleus. Le règlement écrit, alors c'est la partie, quelque part, même si on capitalise énormément ce que vous aviez en termes de règles de prospect, donc là aussi pas de très très grande réforme, si ce n'est à chaque fois qu'on pouvait mettre des éléments qualitatifs, elles ont été diluées dans ce projet de règlement. Ce qui est important pour vous, c'est ce qui va être un petit peu un travail un peu difficile au départ, c'est de se réapproprier une architecture réglementaire qui ne ressemble plus du tout à ce que vous avez pu voir par le passé. Alors, sur la colonne de gauche, vous avez l'architecture du PLU telle que vous l'avez vous aujourd'hui d'un point de vue opposable, un document composé de 3 sections et de 16 articles. Je ne vais pas revenir sur ces articles-là, mais sachant que sur ces 16 articles, les lois de 2014 en ont supprimé 2, donc vous aviez 14 articles réellement, puisque la loi Allure a supprimé le coefficient d'occupation des sols et la superficie minimale des terrains. Et là, finalement, nous repassons finalement de 16 moins 2, donc 14 articles, à 9 articles. Donc il y a une certaine simplification sur cette nouvelle architecture. Sachant toutefois que vraiment l'article ou les articles qui vont vraiment contraindre et orienter vos projets en termes de droit à construire, bien évidemment c'est ce qui est autorisé ou conditionné à certains éléments, mais c'est surtout les règles de prospect, donc la volumétrie et les implantations des constructions. Et l'article 5 lui veillera justement à cette qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Et la plus grande des révolutions sur votre document réglementaire, c'est l'article 6, le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis. Donc ça, je vais y revenir juste après pour vous préciser un petit peu les éléments qui ont été mis en place pour justement vraiment doter la collectivité d'outils réglementaires pour augmenter cette notion de la nature en ville. Autre élément de réforme, donc sur la slide suivante, c'est justement ces destinations, donc ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Jusqu'alors, vous étiez assujetti au R123.9, puisque votre document il est antérieur à 2014. Donc on avait 9 destinations que vous avez à gauche, donc de l'exploitation agricole jusqu'aux entrepôts. Dans un souci de simplification, alors je mets simplification entre guillemets, nous sommes passés donc de 9 destinations à 5 destinations, donc, que vous voyez ici au centre. Mais au sein de ces 5 destinations, on a 21 sous-destinations. Vous allez me dire, où est la simplification? N'est-ce pas? Alors en fait, elle existe quand même, notamment pour bien cadrer les choses. C'est-à-dire que dans votre PLU, on ne pouvait autoriser ou interdire, par exemple, les commerces, mais on ne pouvait pas faire de distinction sur le commerce. Et le commerce, il est relativement large en éventail. Donc on ne pouvait pas interdire un commerce indistinctement du fait qu'il soit de détail ou que ce soit du commerce de gros. Donc là, le fait d'avoir redéfini des sous-destinations, dans cette notion commerce, on peut très bien ici réglementer différemment le commerce de détail de la restauration, du commerce de gros, de l'activité de service avec accueil de clientèle, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'alors. Ça ne répond pas à toutes les problématiques, mais ça en résout quand même pas mal. Parce que quand vous voulez, finalement, comme c'est le cas sur le territoire des Nains-Beaumont, rayonner d'un point de vue économique en confortant des zones d'activité, mais aussi en veillant à protéger et préserver le commerce de proximité, il est de bon ton finalement dans certains endroits peut-être d'interdire le commerce de gros pour justement qualifier et pérenniser le commerce de proximité. Ce que vous ne permettez pas de façon très efficace l'écriture qui est aujourd'hui avec uniquement 9 destinations. Alors, si nous continuons sur une des grandes révolutions du dossier, c'est la fameuse mise en œuvre du coefficient de biotope de surface, que l'on appelle nous CBS, parce qu'on aime bien ça les acronymes. Ça correspond finalement aux surfaces éco-aménageables. Donc le principe, alors on a différents éléments de pondération, pour résumer un peu la portée du dispositif.
Lorsque vous construisez sur un terrain, vous avez une emprise au sol qui est autorisée. Voilà, vous avez 100 mètres carrés de terrain, une emprise au sol de 60%, vous avez le droit de construire 60 mètres carrés. Donc il vous reste 40 mètres carrés. Et ces 40 mètres carrés, aujourd'hui, on peut aussi avoir des ambitions pour imposer un minimum de verdissement, justement pour que à la fois les grands opérateurs, les travaux des collectivités, mais aussi le pétitionnaire à son niveau puissent contribuer à la trame verte, à limiter le réchauffement climatique et à concourir un peu à la réduction des îlots de chaleur urbains. Donc d'avoir une vision et des projets adaptés aux enjeux du XXIe siècle. Donc si je prends tout bêtement sur le slide d'après, parce que les coefficients de pondération ne sont pas hyper intéressants en l'état, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, dès lors que vous aurez un projet de plus en plus vertueux, entre guillemets, d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue énergétique, vous aurez la possibilité de pouvoir construire plus au sol. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a différentes possibilités, mais tout du moins, vous pourrez, en fonction de vos projets, avoir une possibilité. Là, vous avez cette illustration sur 2 cas de figure. Sur le même cas de figure, entre l'option 1 qui ne prend pas en compte des éléments de coefficient de biotope de surface, et l'exemple 2 où il y a une moitié de toiture végétalisée, par exemple, vous avez réussi à construire un peu plus donc, de construction. Donc de 20 mètres carrés sur cet exemple en l'occurrence. Tout ça parce que vous avez pris en compte des éléments du coefficient de biotope de surface. Donc ça, ce sont des éléments notables. Alors, autre point important aussi, dans votre règlement écrit, il s'agissait également de veiller à mieux renseigner tout ce qui était du ressort de l'article 5, qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Donc en recherchant aussi à vous guider un peu mieux et à doter la collectivité d'outils d'interprétation de la règle un peu plus adaptés à la fois aux enjeux du territoire, mais aux dispositions du Code de l'urbanisme. On avait très peu d'éléments finalement factuels sur les façades, les matériaux, les couleurs, les volumes. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de répondre favorablement pour justement essayer de trouver quelque chose, une unité en termes de tissu urbain pour éviter justement les écueils d'éléments de construction qui sont un petit peu décalés, déphasés en termes de règles. Donc l'objectif majeur ici, c'est bien évidemment de rendre le règlement un peu plus optimisé pour préserver l'identité communale. Alors, l'identité communale, elle n'est pas homogène sur tout le territoire. Vous avez des secteurs qui ont une identité. Voilà. Ce qu'il y a à Beaumont n'est pas à Hénin. Au sein d'Hénin, on a encore des secteurs et des pans qui sont un peu différents. Donc, bien évidemment, le travail veille à prendre finalement ces spécificités, mais au sein des éléments homogènes, de trouver justement une grille de lecture réglementaire qui permette de préserver cette identité et cette qualité, puisque l'ambition portée, c'est vraiment de qualifier le cadre de vie à Hénin-Beaumont. Alors, non, tu peux passer sur la slide d'après. Sans vouloir avoir une lecture un peu rébarbative, et puis parce que définir un règlement en réunion, c'est toujours un peu compliqué. Sur la philosophie des choses, les règles de prospect, donc, elles sont définies, quelles que soient les zones de votre PLU, elles sont définies vraiment par les articles que vous voyez de façon globale. Vous avez les petits schémas d'illustration. Ce qui va vraiment marquer la patine, finalement, au-delà de l'article 5, sur le traitement de la façade, sur le traitement des ouvertures, sur le traitement des couvertures en termes de toiture, c'est vraiment l'impact de ma construction sur ma parcelle, donc l'emprise au sol, la hauteur forcément, la hauteur c'est elle qui va aussi impacter les éléments, et les règles de prospect. Donc les règles de prospect, c'est l'implantation de ma construction par rapport aux voies ou emprise publique ou limite qui s'y substituent. Bien évidemment par rapport aux fonds voisins, les règles de prospect par rapport aux limites séparatives. Et enfin, dernière règle de prospect, les distances entre deux constructions sur une même parcelle.
Et enfin, le dernier, c'est l'article 6, c'est justement ce verdissement que nous avons abordé au travers de l'illustration du coefficient de biotope de surface. Donc, au niveau réglementaire, il n'y a pas de grande mutation sur les règles de prospect, puisqu'on recherche finalement à enrichir les règles de qualité, les règles de lecture. Donc, vous aurez dans cet arrêt de projet un lexique un peu plus fouillé et un peu plus illustré sur les règles. Donc, il y a énormément recours à l'illustration pour parfois expliciter la règle. L'architecture qui est revue, bien évidemment, et l'article 6. Je dirais sur les hauteurs, il y a peut-être aussi une spécificité. Vous mettiez dans votre PLU en place des règles au fêtage, par exemple, hein, donc à la ligne d'égout, hein, à la pente de la toiture, et parfois aussi des notions en rive d'égout ou en niveau, R+1, R+2. Alors il faut savoir qu'entre-temps, en mai 2017, le ministère a édité un glossaire unifié de l'urbanisme et que dorénavant, la hauteur, c'est la hauteur absolue. C'est le gabarit enveloppe. Donc c'est 12 mètres, quel que soit le type de toiture, sauf avec des variations, mais on parle vraiment de la hauteur absolue entre le terrain naturel avant travaux et le point le plus haut de votre bâtiment. Alors il y a des subtilités, comme parfois les éléments techniques sont sortis de cette règle de hauteur, comme les souches de cheminée par exemple, ou des éléments techniques. Donc ça c'est des choses voilà, qui se mettent en place assez facilement. Donc, la zone UA n'a pas connu de grande révolution à part la qualité et l'actualisation du règlement, tout d'ailleurs comme les zones de la ZAC des deux villes. Hein. On reste bien évidemment sur des choses préexistantes, hein, si ce n'est le coefficient biotope de surface, je vous l'ai dit. Les zones des abords du centre-ville, zone UC ou zone UD, je dirais en zone UD peut-être plus une petite subtilité justement sur des bandes de constructibilité principale et secondaire, parce que aujourd'hui un des enjeux du territoire, on l'a vu, on l'a abordé tout à l'heure, c'est un objectif de modération de la consommation de l'espace. Nous avons quand même pas mal de zones urbanisées. Et le code de l'urbanisme est plutôt clair en la matière. Aujourd'hui, ça a été réaffirmé par la loi Allure de 2014. On ne peut pas prévoir plus de zones urbanisées que de besoins en termes de prospective. Donc aujourd'hui, le travail du PADD a fait l'objet de réunions de présentation avec les services de l'État pour dire voilà, on a tant de zones, on a tant de capacités urbaines aujourd'hui. Voilà, on arrive à avoir une utilisation de disponibilité de construction par rapport à nos orientations et notre vision à 2030. Je prends un exemple tout bête. Si, imaginons, demain, on avait besoin pour arriver à notre projection en 2030, 50 hectares, si on ouvre 60 hectares de terrain constructible, l'État nous retoquerait le PLU. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas forcément toujours simple et compréhensible de tous. Même si le PLU est d'initiative communale, il y a comme des contraintes au-dessus de nous qu'on est obligé de respecter. Et dans le cas contraire, on pourrait se voir retoquer notre arrêt de projet et de refaire encore un autre projet. Et parmi ces documents, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération qui nous impose aussi des règles de densité minimale, des secteurs stratégiques sur lesquels il faut que nous respections certains éléments programmatiques. Donc voilà, ça c'est la constante. Et de fait, même si on considère que voilà, des pétitionnaires ou des administrés ont parfois aussi des velléités ou des ambitions, pardonnez-moi, sur des secteurs de mutation, le PLU a une constante, c'est que parfois la somme des intérêts privés ne fait pas forcément l'intérêt général. Et le PLU, sa seule vocation, c'est de contribuer à l'intérêt général. Et donc, sur ce constat-là, je vous parlais de la zone UD qui, elle, va finalement être enrichie d'une espèce de bande de constructibilité. C'est qu'aujourd'hui, on a comme vu des mécanismes de densification d'un tissu plutôt pavillonnaire en deuxième, troisième, quatrième rideau. Hein, c'est des parcelles qui s'urbanisent au fur et à mesure en fond de terrain et qui, pour la collectivité, est problématique à plusieurs égards. Donc ça crée parfois des problèmes de voisinage, de troubles. Ça crée aussi parfois des enclaves agricoles sur les derniers rideaux. Mais surtout, c'est une notion de densification subie et non cadrée qui peut mettre à mal la gouvernance urbaine du territoire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les grands secteurs de projet en renouvellement ou en zone urbanisée, on maîtrise à peu près le potentiel à terme, en 2030, en termes de perspectives démographiques, en termes de perspectives de logement. Bien évidemment, tout ça va être phasé. Mais les choses que l'on ne maîtrise pas, c'est vraiment tout ce qui est spontané. Et de ne pas avoir la main mise un petit peu là-dessus, sur ces éléments programmatiques, ça peut mettre en péril le fonctionnement des équipements publics et notamment scolaires, ou encore de créer aussi des problématiques circulatoires par rapport à des flux automobiles directement liés à des densifications non maîtrisées par la collectivité, qui se fait vraiment d'initiatives privées spontanées, qui peut à terme poser problème. Et on le voit bien sur le territoire, parfois on a comme des problématiques de stationnement sur la voie publique, ce qui est déjà de fait interdit normalement par le code de l'urbanisme, et surtout des problèmes de congestion de trafic. Voilà, pour expliquer un peu le tenant de ces éléments sur la zone UD. Donc les zones UH en termes d'équipement public, là aussi, pour d'autres raisons, on est plutôt pour, entre guillemets, un assouplissement de ces règles-là, puisqu'on est sur du service public et de l'équipement public. Alors c'est pas pour faire une fleur à la collectivité plus que ça, c'est juste pour être pragmatique. C'est-à-dire que demain, nous on le voit au quotidien, des collectivités qui ont voulu quand même se donner des règles un peu exhaustives, un peu trop cadrantes dans les zones d'équipement public, dès lors qu'elles sont contraintes de mettre à jour leur équipement public en termes d'extension de classe, tout d'un coup le PLU qu'elles ont imaginé devient une contrainte et elles ne peuvent pas faire leur programme tant que le document n'a pas évolué. Sauf qu'un PLU, vous le savez très bien, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une procédure, une publication, il y a tout un processus à respecter. Et bien souvent, le temps que vous meniez votre modification de document, la situation est devenue critique parce que ça peut retarder 1 an, 2 ans, alors que parfois le besoin d'extension est quand même pour la rentrée suivante, par exemple. Et donc le fait d'avoir ces règles un peu allégées, mais qui existent comme sur certains points, bien évidemment, ça nous permet aussi, le cas échéant, si demain, en urgence, entre guillemets, par rapport à un projet qui sortirait, on n'aurait pas de contraintes réglementaires relatives au PLU qui viendraient nous empêcher d'effectuer une extension, une modernisation, une rehausse d'un équipement public, et notamment scolaire, ce qui est comme déjà quelque chose d'intéressant. Les zones de renouvellement urbain, alors je vais faire un package entre ces zones-là et les zones à urbaniser. Bien évidemment, les choses qui sont quand même assez cadrées, c'est que toutes ces zones à urbaniser et toutes ces zones de renouvellement urbain, elles ne vont pas avoir une seule et même règle en fait en commun. Ce qui prime, c'est l'adaptation de ce secteur, enfin du dit secteur par rapport à son environnement. Vous avez des zones à urbaniser qui sont mitoyennes d'habitat individuel et on n'allait pas indistinctement dire c'est 30 mètres de hauteur à cet endroit-là. On a quand même cette notion, bien évidemment, d'intégration des projets par rapport à leur environnement. Donc d'où des règlements de zone différenciés en fonction des secteurs sur la commune, et cela touche forcément les zones dites de renouvellement urbain, les zones UR, et les zones donc à urbaniser, les zones 1 à U, 1 court terme, et des réserves foncières comme vous l'en aviez aujourd'hui dans le PLU, des zones 2 à U, qui pour le coup sont des zones entre guillemets gelées dans le PLU, il faudra juste faire une modification pour les réouvrir. Les zones d'activité n'ont pas évolué non plus, à part sur l'aspect qualitatif. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Les zones UK, pareil. Les zones A et N restent aussi des choses assez sanctuarisées qui fonctionnaient plutôt bien. C'est vraiment ces notions d'article 6 et de recherche de qualité qui ont été. Donc c'est une amélioration de vos règles existantes, mais pas une refonte globale des règles de constructibilité en la matière. Donc voilà pour la philosophie, parce que l'objectif est toujours un peu complexe de présenter ces éléments de règlement. Donc ce qu'on souhaitait, c'est juste vous présenter une notion un peu philosophique pour que vous puissiez bien évidemment appréhender les choses avant de pouvoir prendre connaissance des éléments de projets qui vous seront mis à disposition dans les semaines à venir au travers des panneaux de concertation et aussi de la publication au niveau du magazine. Parce que là,
effectivement, en termes de concertation, on est plutôt limité par les contraintes sanitaires qu'autre chose. Donc on essaye bien évidemment de monopoliser tout ce qui est digitalisation et support numérique pour que vous puissiez ne plus être contraint par ces rendez-vous en physique qui sont un peu complexes à mettre en place. Alors, je l'ai dit, zonage, règlement, j'ai une parcelle, je dois repérer dans quelle zone elle se situe et ensuite lire le règlement pour savoir ce que je peux y faire. Alors, le PLU, c'est pas que ça aussi. Vous avez également des prescriptions graphiques à portée réglementaire qui peuvent, en plus de votre règle, contraindre ou orienter vos projets. Alors, il y en a de plusieurs types sur Hénin-Beaumont. Nous avons déjà les emplacements réservés. Alors, les emplacements réservés, un petit rappel pratique. Un emplacement réservé, c'est une servitude publique qui est mise sur un terrain non privé, donc, et dans le but de faire un projet de portée collectif public. Alors, qu'est-ce qu'on entre dans le champ des emplacements réservés? C'est par exemple une création de voirie, un élargissement de voirie, création d'un équipement public, création d'un parc. Donc tout ça, il y a une dimension d'intérêt collectif et d'équipement public. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas dans une mesure d'expropriation sur l'emplacement réservé. Simplement, jusqu'à ce qu'une négociation ait pu être mise en œuvre, le cas échéant, avec le propriétaire impacté par cet emplacement réservé, la seule contrainte qu'il y ait, c'est que la personne ne peut pas construire sur les parcelles identifiées, les périmètres identifiés dans l'emplacement réservé. Par contre, ces droits résultant du tènement de l'emplacement réservé sont reportés sur le reste de la parcelle qui n'est pas grévé par l'emplacement réservé. Alors, une fois que vous êtes concerné par un emplacement réservé, encore une fois je le répète, ce n'est pas une mesure d'expropriation, vous avez le droit d'exercer ce qu'on appelle votre droit de délaissement. Donc à partir du moment où vous dire, bah, tiens, chez moi, j'ai un emplacement réservé, c'est pourquoi? Ah, ça c'est pour l'aménagement d'un cheminement cyclable par exemple. Bon, bah, vous avez donc bien évidemment la raison vous amènera forcément à prendre contact auprès de la collectivité. Alors je rappelle, un emplacement réservé, c'est pas uniquement au bénéfice de la commune. Vous pouvez avoir le département, vous pouvez avoir l'agglomération, ou encore l'État qui vous impose un emplacement réservé. Mais un emplacement réservé, c'est un projet, une surface et un destinataire. Donc si c'est un cheminement cyclable, ça peut être la ville d'Hénin-Beaumont comme l'agglomération, 150 mètres carrés et vocation aménagement cyclable. Donc une fois que vous avez identifié si vous êtes concerné par un emplacement réservé, vous prenez bien évidemment attache auprès de la collectivité ou le destinataire de cet emplacement réservé, et vous pouvez donc exercer votre droit de délaissement qui indique à dire bah, écoutez, moi, pas de souci, je suis vendeur. Et donc la collectivité, le bénéficiaire, a un an pour vous dire oui ou non. Donc, pour le coup, après, il y a deux solutions. Si elle vous dit non, l'emplacement réservé devient caduc automatiquement avec cette réponse. Quand bien même il est encore matérialisé dans le plan de zonage, il n'existera plus. Une collectivité qui renonce à l'acquisition d'un emplacement réservé, l'emplacement réservé tombe de fait. Et dans le deuxième cas de figure, donc elle a un an pour vous répondre, et dans le deuxième cas de figure, si elle vous dit oui, elle a encore un an pour pouvoir estimer avec les domaines la valeur de votre bien pour trouver un terrain d'entente avec vous. Voilà. Donc, autre prescription graphique, bien évidemment, et ça c'est un élément assez important, c'est la protection du patrimoine. Oui. En fait, c'est les domaines qui vont estimer ça. C'est pour ça que les DIA interviennent. Parce que vous avez une valeur actuelle et une valeur hypothétique. Et ça, c'est les domaines qui le déterminent. Ouais. Mais après, c'est le juge des indemnités qui met en place.
Oui, mais encore une fois, vous n'êtes pas dans l'obligation, c'est pas une expropriation. Oui, mais encore une fois, comme je disais en préambule, parfois la somme des intérêts privés ne fait pas l'intérêt général. Donc c'est sûr. Après, vous avez un ensemble de choses. On est dans un pays de droit, vous avez quand même des droits. Vous pouvez ne pas partager les choses, vous pouvez très bien trouver un terrain d'entente ou ne pas être d'accord. C'est comme pour tout, hein. En tout cas, ce qui prévaut à la mise en place d'un emplacement réservé, c'est un enjeu voilà, qui a quand même été relevé, qui est justifié dans le rapport de présentation. La plupart, je vous rassure, sont des emplacements réservés déjà préexistants. Voilà. Et je prends effectivement sur détainement, on a déjà la collectivité qui s'est déjà portée acquéreur de certaines des emprises. Donc à partir du moment où vous avez 3/4 de l'emplacement réservé, le dernier quart ne veut pas vendre, bah, vous pouvez toujours ne pas être d'accord, mais voilà, le projet il est comme factuel, puisqu'il y a déjà un engagement de la dépense. Donc, l'emplacement réservé, encore une fois, bien évidemment que ça peut rentrer, alors c'est pas forcément sur une notion de conflit, mais bien évidemment c'est une servitude, et une servitude elle a tout son sens. Une servitude c'est quelque chose qu'on impose à quelqu'un qui n'a pas forcément demandé à se voir imposer ce genre de choses. Ça on est entièrement d'accord. Maintenant, parfois, nonobstant de ce que pense une personne, on a besoin d'avoir un élément au motif d'un intérêt général. Mais encore une fois, ce n'est pas une expropriation. Donc après, voilà, c'est encore une fois, vous avez aussi bien la collectivité que le pétitionnaire intéressé ou l'administré intéressé, de quoi défendre au niveau de la valeur. Après, encore une fois, ce n'est pas la commune qui préjuge les éléments, c'est certes une négociation, mais c'est les domaines qui vont estimer le bien à une valeur et une valeur éventuellement hypothétique. Bah oui, mais c'est oui, tout à fait. Non, non, mais c'est pour ça que je parlais vraiment de la terminologie servitude. Une servitude, c'est quand même quelque chose. C'est pas de l'expropriation, mais malheureusement, alors malheureusement, heureusement, c'est vrai que vous avez peut-être un bien qui a une valeur parce qu'il est idéalement positionné, mais c'est aussi un bien qui peut permettre aussi de répondre à différents éléments nécessaires à la gouvernance, à la gestion du territoire. Donc c'est pas une mince affaire, effectivement. Mais encore une fois, aujourd'hui, sur ce type de procédure, je dirais l'intérêt d'un administré est mieux protégé qu'à 20 ans. Il y a 20 ans, les domaines ne s'intéressaient pas, c'était une valeur point barre. Aujourd'hui, elles ont revu un petit peu leur grille d'analyse en termes d'indemnité. Donc c'est un peu mieux. Alors, je ne préjuge pas des décisions, mais ce que je peux vous confirmer, c'est un peu mieux qu'il y a 15-20 ans. Mmh. Tout à fait. Mais après, on peut aussi avoir la réflexion inverse, ne pas faire de trame verte, est-ce que c'est pas préjudiciable à terme sur ce secteur-là pour la collectivité? Et d'avoir des coûts indirects en termes de pollution, d'îlots thermiques qui viennent créer des problématiques. C'est un sujet vaste. Alors, moi, j'ai la coutume de dire en réunion publique ou à un porteur de projet, je fais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est pas dit qu'on le fasse demain. Parce que les textes de loi sont pas du tout les mêmes. Je prends des périodes courtes, mais entre aujourd'hui et 2014, ça n'a plus rien à voir. Et il faut quand même savoir qu'on a un objectif zéro artificialisation des terres à échéance 2030. Donc, pour les collectivités, c'est pas simple non plus. Donc, quand vous avez une possibilité de faire quelque chose, analysez bien les éléments, et là c'est plutôt le côté architecture qui vous parle,
Il y a énormément de gens qui disent non, ça va, j'ai pas. Mais encore une fois, les règles changent et pas forcément du fait des collectivités. C'est-à-dire que parfois vous avez l'actualité législative et réglementaire qui vous impose finalement de mettre à jour votre PLU. En l'occurrence, sur Hénin-Beaumont, on était sur un document trop ancien pour rester encore dans l'écriture préexistante. Mais encore une fois, ce qui sera le PLU l'année prochaine, c'est pas impossible qu'en 2025, il y ait une évolution qui soit peut-être plus restrictive encore en termes de droit à construire. C'est pas impossible. Déclassifier, ça dépend dans quelle mesure. Déclassifier, si vous demandez de déclassifier un terrain sur lequel vous avez des droits mais qui sont grevés, c'est en termes d'indemnité, vous ne serez pas du tout sur les mêmes grilles non plus. Vous pouvez juste parler un peu fort, comme il y a de la réverbération, des fois on n'entend pas. Après oui, ça j'entends bien, oui. Alors, c'est l'objet de ces réunions-là, en fait, c'est de pouvoir vous informer du fait que vous avez à disposition, et ça sera la dernière slide pour vous rappeler les modes d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une doléance à exprimer, exprimez-la officiellement au travers du registre dématérialisé qui est mis à votre disposition pour que nous puissions illustrer le propos, comprendre un petit peu la demande et dire oui, effectivement, pourquoi pas, ou non, on ne peut pas parce que c'est un projet qui est plutôt transversal, il n'y a pas de souci. Et quand bien même on ne ferait pas un écho favorable à votre demande dans le cadre de l'arrêt projet, c'est votre droit, et je le réaffirme ici, à n'importe qui, si même vous avez fait une demande, quand bien même vous avez fait une demande auprès de la mairie pour prendre en compte votre demande et qu'on n'aurait pas répondu favorablement, et si c'est le cas, tout ça sera motivé, on vous engage quand même à refaire la demande auprès du commissaire enquêteur, qui est un tiers indépendant nommé par le tribunal administratif. Voilà. Parce que nous, on est assez clair sur les droits et devoirs de chacun. C'est de votre droit, donc je ne vais pas vous dire que si ce n'est pas été pris en compte dans le positionnement de la concertation préalable, voilà, on ne serait pas honnête de dire que voilà, l'affaire est entendue, c'est dans votre droit d'en informer le commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur, de toute façon, il aura l'historique de vos demandes au travers les éléments de la concertation préalable, puisqu'on doit tirer le bilan de cette concertation préalable. Donc moi, je vous engage réellement à transmettre vos éléments de doléance en essayant d'être le plus exhaustif possible quant à la localisation, le contexte, les souhaits, les projets que vous avez et que vous portez, pour qu'avec la collectivité, nous puissions analyser les impacts. Parce qu'encore une fois, il y a une chose éminemment, et c'était aussi une des questions de la réunion publique de ce matin, c'est-à-dire qu'individuellement, vous avez un projet, ou plusieurs projets, mais lorsqu'on prend la somme des gens qui sont concernés par cette typologie, on peut avoir 300, 400, 500 projets. Et du coup, on va se retrouver avec une thématique, avec des besoins de construction qui sont supérieurs aux besoins exprimés par la collectivité. C'est ces vases communicants qui sont un peu complexes à mettre en œuvre. Mais encore une fois, je répète bien, monsieur, si vous êtes concerné par cette typologie-là, n'hésitez pas. On fait un petit point sur les adresses et les supports pour que vous puissiez déposer vos doléances et qu'on instruira comme on instruit déjà les premières doléances qui ont été déposées sur le registre de concertation ces derniers mois.